Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'intelligence artificielle est en train de transformer le marché de l'emploi de manière significative, apportant à la fois des opportunités et des défis. Voici l'analyse détaillée des différentes façons dont l'IA va changer le marché de l'emploi selon ChatGPT. Automatisation et disparition de certains emplois. Les travailleurs à la chaîne, par exemple, les caissiers et les agents de centres d'appel sont les plus susceptibles d'être automatisés. Les chauffeurs de camions et les livreurs pourraient à leur tour être remplacés par des véhicules autonomes. Paradoxalement, il y aura une augmentation de la demande pour des techniciens qualifiés pour entretenir et superviser les machines. La demande pour les développeurs spécialisés dans l'IA et le machine learning est en forte croissance. Les experts en analyse de données en big data seront essentiels pour interpréter les vastes quantités de données générées. Secteur émergent, toujours selon ChatGPT, la santé. L'IA peut ainsi révolutionner le diagnostic médical et aussi l'énergie, avec l'optimisation des systèmes énergétiques grâce justement à cette intelligence artificielle. Voilà, il n'y a pas que de bons côtés, il y a les mauvais côtés. Inégalité économique, écart de compétences et déplacement de la main-d'œuvre. Les travailleurs dont les emplois sont automatisés peuvent avoir du mal à trouver de nouvelles opportunités sans un soutien adéquat pour la reconversion. Il est crucial de développer des cadres éthiques pour garantir que l'IA est utilisée de manière responsable et équitable. Conclusion, l'IA est en train de redéfinir le marché de l'emploi. Pour maximiser les bénéfices et minimiser les inconvénients, il est essentiel de mettre en place des stratégies de formation et de favoriser l'innovation, mais aussi de développer les politiques inclusives. La collaboration entre gouvernements, entreprises et institutions éducatives sera cruciale pour naviguer cette transition. Dixit encore une fois, cette introduction n'est pas de moi, elle est de ChatGPT. Ceci dit, le débat, il sera bien modéré par moi-même, avec mes propres capacités, ma propre intelligence, cette fois réelle, et l'intelligence, bien sûr, de nos experts qui ont accepté l'invitation de Questions d'Actu et qui sont présents avec nous sur ce plateau. Tout d'abord, il est associé à la tête d'une entreprise spécialisée en intelligence artificielle et en big data, Acumen IA. Souleymane El-Harache, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Et puisqu'on va parler emploi, c'est son secteur de prédilection, en tout cas le recrutement. Il est à la tête d'une start-up de ressources humaines et data tech, Quix, qui ambitionne de démocratiser l'accès aux services de chasseurs de tête. Rien que ça. Amir Khiaté, bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Ce qui est intéressant, c'est que vous représentez un peu les deux côtés de la médaille. D'un côté, vous êtes utilisateur d'IA, j'imagine, avec les solutions que vous avez développées au sein de votre start-up. Et de l'autre, il faudra trouver des jobs à certains qui ont peut-être l'ambition de s'engager soit dans l'IA ou de se reconvertir. Donc, vous connaissez, je vais peut-être commencer par vous. D'après le Fonds monétaire international, l'intelligence artificielle aura un impact sur 60% des emplois dans les pays économiquement avancés et seulement sur 26% dans les pays à faible revenu. Où se situe le Maroc dans ces impacts-là et surtout, est-ce que déjà à court terme, dans les mois à venir, on va commencer à ressentir des changements sur le marché du travail marocain? En fait, c'est un constat qui est mondial. Évidemment, ça affecte l'emploi à l'échelle internationale et au Maroc. Et en fait, il ne faut pas avoir peur de l'IA, parce qu'on en parle aujourd'hui comme si c'était quelque chose qui allait éliminer un nombre très important d'emplois. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'elle va en créer peut-être 10 fois plus. L'IA, ce qu'elle permet aujourd'hui, c'est d'augmenter la capacité de différentes ressources dans différents secteurs. Évidemment, quand on parle de tâches répétitives, en tout cas à faible valeur ajoutée, c'est des jobs qui vont disparaître. Et de toute façon, qui avaient à un moment ou à un autre, ils allaient de façon disparaître. Quand on parle de comptabilité de base, ou quand on parle peut-être de caissier dans les supermarchés, c'est quelque chose qui existe depuis déjà un moment. On parle aussi des centres d'appel. Le travail des centres d'appel, on sait ce que c'est de traiter des appels entrants ou de traiter des Mais ça veut dire que les centres d'appel, parce que là, vous mettez le doigt sur un secteur quand même qui emploie beaucoup au Maroc. Oui. Est-ce que ça veut dire que les opérateurs des centres d'appel, eh bien, ils vont se retrouver... Non, absolument pas, mais il va falloir revoir leur modèle. Au chômage.
Pas du tout, pas du tout. Au contraire, ce que je dis, moi, c'est que toutes ces personnes qui travaillent dans les centres d'appel, il va falloir les accompagner pour qu'elles développent des compétences en IA. L'humain ne va pas, je veux dire, l'IA ne remplacera pas l'humain, parce que j'aime bien dire cette phrase, l'IA ne remplacera pas l'humain, mais l'IA remplacera l'humain qui ne l'utilise pas. Donc aujourd'hui, l'IA, c'est un outil qui va très vite, qui fait partie intégrante de notre marché local, international, sur le marché professionnel. J'aime bien le comparer à la calculatrice d'il y a 30-40 ans, quand la calculatrice n'existait pas et qu'on faisait les calculs mentaux. Quand la calculatrice elle est arrivée, et on avait l'impression qu'on allait devenir stupide parce qu'on ne sait pas calculer nous-mêmes. Au contraire, c'est juste que c'est quelque chose qui nous permet d'augmenter nos compétences, d'aller plus vite. Et la preuve avec vous aujourd'hui sur votre présentation, une présentation qui vous aurait pris peut-être une dizaine d'heures pour la préparer, finalement, en même pas une heure, la présentation elle était prête grâce à ChatGPT. Je suis parfaitement d'accord, mais ceci étant dit, c'est pour ça que j'ai vraiment insisté que c'était quote unquote, c'est-à-dire que c'est pas moi, d'autant plus que c'est pas précis, et c'est ça où intervient finalement aussi la touche humaine dans le résultat. C'est-à-dire en fait, l'IA ne peut exister sans la touche humaine. Tout à fait. C'est vraiment, je pense, là, je ne sais pas si vous partagez cet avis. Souleymane El-Harache, est-ce que l'IA va pouvoir remplacer toutes ces tâches-là sans une supervision humaine? Bon, tout d'abord, petite rectification, c'est IEX Labs, l'entreprise que je représente, mais ce n'est pas bien grave. Écoutez, moi j'ai arrêté de faire des interventions publiques il y a de cela à peu près 2 ans à cause de 2 sempiternelles questions que je ne peux plus entendre. L'IA va-t-elle tous nous tuer? L'IA va-t-elle remplacer tous nos emplois? C'est absolument faux. Donc je vais commencer par peut-être mettre de côté la casquette d'expert en IA 2 secondes et prendre celle d'un économiste. Que ce soit Schumpeter ou Alfred Sauvy, les plus grands théoriciens de la technologie dans les modèles économiques, ils ont démontré par A plus B que la technologie, notamment de rupture, a toujours créé plus de postes qu'elle n'en a détruit. Donc avec le moteur à explosion, avec la calculatrice, il y a ce qu'on appelle un déversement sectoriel, c'est-à-dire qu'on change de secteur d'activité pour pouvoir accompagner les disruptions de la technologie. Nous, depuis quelques siècles maintenant, on a un déversement vers le tertiaire, vers le service. Et l'IA va créer l'inverse. Le service, c'est beaucoup de tâches répétitives à faible valeur ajoutée. Et l'IA va générer un transfert vers l'industrie et l'extraction des matières premières qui sont à l'origine de ces IA. Donc globalement, l'IA ne va pas détruire plus de postes qu'elle n'en crée, c'est un mythe. Par contre, l'IA va fondamentalement changer la manière dont on travaille et notamment demander de plus en plus de main-d'œuvre qualifiée. Alors, l'IA générative entraînerait la suppression de 300 millions de postes dans le monde. Ça, c'est des financiers qui le disent, c'est Goldman Sachs. Alors, que vous avez fait le... Très bien. Alors, le World Economic Forum dit que l'IA générative va créer jusqu'à 100 millions d'emplois qualifiés dans la technologie. Donc là, on a 200 millions qui se retrouvent au chômage. Faux, parce que un emploi qualifié, c'est 4,5 emplois indirects. Là aussi, c'est les économistes qui le disent. Les maths toutes simples, 100 millions fois 4,5, 450 millions d'ici 2030. Indirect, pas d'emploi direct. 100 millions directs, 450 millions indirects. Ça fait 600 millions au total. Merci pour la calculatrice. Donc là, ça veut dire que ce que vous dites, et c'est très rassurant pour les gens qui nous regardent, que finalement, l'IA n'a que du positif sur le marché de l'emploi. C'est ça? Absolument pas. Je mitige tout ce que je viens de dire parce que ce déversement prend du temps. La destruction créatrice, ça commence par destruction et ensuite c'est créateur. Et il faut que l'éducation suive le mouvement. Les pays qui vont gagner, ce sont ceux qui vont investir massivement dans les terres rares et dans l'éducation. Les terres rares pour créer davantage de batteries, davantage justement de matières premières qui serviraient à développer davantage l'IA. Voilà, des cartes graphiques pour être précis. Regardez l'Arabie Saoudite, ils ont le plus grand fonds d'investissement au monde, a été créé en Arabie Saoudite, il pèse 50 milliards, il est 100% dédié IA. Ça, c'est une stratégie qui va faire de ce pays-là un hub pour pouvoir avoir... C'est même des questions de souveraineté. Tout à l'heure, on parlait de l'armement.
L'IA, Avant maintenant, l'émission, oui. va créer des sujets de souveraineté nationale. Il faut investir massivement dans l'éducation et dans les intrants pour que justement la destruction soit le plus rapidement créatrice. Et c'est comme ça qu'on arrivera aux 600 millions qu'a calculé mon avis. À long terme, ou à moyen long terme. Mais à court terme, l'impact, il est quand même inégal selon les secteurs, Amin Khayati. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est quelque chose qui va se faire, qui doit se faire très vite, parce que on y est déjà. Vraiment, on y est déjà. En fait, on parle de pays qui se mettent, comme l'Arabie Saoudite, justement, dans la création de choses qui sont à forte valeur ajoutée pour l'IA. Des pays comme le Maroc, on parle déjà de la Moroccan Initiative IA 2024, qui serait une agence pour créer une gouvernance autour de l'IA. Le Maroc, avec l'ONU, a participé à quelque chose de très important dernièrement, justement, pour travailler, pour faire de l'IA quelque chose de sûr et de bien structuré. Donc on y est dedans, en fait. Aujourd'hui, vraiment, l'investissement doit être à fond, et là, je suis d'accord avec lui sur l'éducation. On ne va pas attendre des années plus tard et se dire on ne savait pas. Aujourd'hui, on sait. C'est quelque chose, ça vous rappelez, sur d'autres sujets, on en a parlé avant. On disait il y a 10 ans qu'il fallait investir dans des métiers comme la tech, mais on ne savait pas réellement quoi exactement. Et donc, on n'avait pas vraiment des prévisions, des projections. Aujourd'hui, on sait exactement vers où il faut aller, quels sont les métiers qui vont être à fort valeur ajoutée, les compétences qu'il va falloir développer en interne dans les différentes sociétés. Parlons-en justement. Quels sont les... parce qu'il y a, juste avant d'en parler, ce concept d'inégalité qui vient d'être d'ailleurs évoqué par ce même Fonds monétaire international qui, en janvier, avait publié un rapport très alarmiste par rapport à l'impact négatif. Pour le coup, ils ne sont pas très d'accord avec vous, les équipes du FMI, très alarmiste par rapport aux suppressions d'emplois. Ouais. Et là, on met le doigt sur les inégalités, c'est-à-dire les pays riches, Arabie Saoudite, mais il y a aussi les géants, il faut le dire. Ils sont deux en course aujourd'hui, ce sont les États-Unis et la Chine. Je veux dire, et les autres? Moi, je parle déjà du Maroc. Oui, oui, nous faisons partie des autres. On est réaliste et on sait faire la part des choses et dire que oui, on fait partie des autres. Voilà. On n'a pas les budgets qu'a l'Arabie Saoudite peut-être, mais du coup, est-ce que ça risque aussi de creuser des inégalités déjà existantes dans le marché de travail marocain? On a des millions de NEET, de jeunes qui ne sont ni dans le circuit de l'école, ni en formation, ni du coup avec un emploi. Ouais. Donc est-ce que ça ne risque pas finalement de creuser davantage ce gap? À court terme, le gap va forcément se creuser. Je veux dire, les personnes qui ont des compétences, qui ont la capacité d'apprendre à utiliser l'IA dans différents secteurs, forcément, ils vont être mis en avant. Les compétences à faible valeur ajoutée, forcément, c'est des choses qui vont disparaître. Est-ce que disparaître veut dire je me retire et je reste, je fais rien? Pas du tout. Il faut que j'aille apprendre de nouveaux métiers qui seront autour de l'intelligence artificielle s'il y a des compétences qui sont en relation, ou alors des compétences tertiaires, des choses. Il y aura de la transformation de métiers. En fait, ça va totalement transformer notre manière de travailler. Ça, c'est sûr et certain. À court terme? Oui. À court et moyen terme. À court et moyen terme. Souleymane El-Harraj, quelles mutations, quels risques et quelles opportunités? Enfin, on parlera des opportunités, mais les mutations sont là. Lesquelles? Et quand on parle de ces mutations, quel accompagnement est-ce qu'on est outillé à ce jour, en 2024, au Maroc, pour accompagner ces mutations? Écoutez, les autres, comme vous dites, on en fait partie. Ceci étant dit, parmi les autres, on a quand même une place assez intéressante. En fait, au Maroc, historiquement, on a de très bonnes compétences en mathématiques, pour une raison très bête, c'est que ça coûte cher de développer un laboratoire de physique ou acheter des livres. Donc on est bon en maths parce qu'il faut un papier et un stylo pour faire des maths. Il se trouve... Ça, c'est vous qui le dites. Oui. Mais... Enfin, je veux dire, il n'y a aucune logique scientifique dans ce que vous dites. Est-ce que c'est génétique aussi? Pourquoi les Indiens aussi sont bons en ingénierie? Pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Mais regardez juste le nombre d'admis à Polytechnique parmi les étrangers. Voilà. Historiquement, le Maroc a toujours été très très bon en mathématiques.
Non, mais est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de livre? Enfin, la big question mark. Est-ce qu'on a encore besoin de livres quand on parle d'Internet aujourd'hui? Est-ce que les jeunes, est-ce qu'ils s'intéressent à aller lire des livres d'histoire ou à apprendre à coder? Le choix est vite fait parmi les jeunes. Très clairement, mais en plus, faire des maths, c'est gratuit. Apprendre une langue, il faut acheter un livre, pour l'instant. Peut-être que demain sera différent. Il faut avoir une bonne connexion Internet pour aller sur mais les jeunes là d'aujourd'hui, non, vous exagérez sur les Malharouch, les jeunes marocains d'aujourd'hui, très jeunes, ils apprennent à parler anglais avant même qu'on leur apprenne ça à l'école publique. Tout à fait d'accord, c'est un fait de société. Oui. Ceci étant dit, ça coûte moins cher de faire des maths que faire beaucoup d'autres choses qui sont beaucoup plus Donc chères. c'est une question de coût. Voilà. Okay. En plus, nous avons de l'informatique parce que nous avons une proximité avec l'Europe qui fait qu'on a récupéré tout un stock d'ordinateurs de seconde main. Et pour faire de l'IA, il faut avoir un triptyque. Des mathématiques, de l'informatique et du business sense. Parce que vous pouvez faire la plus belle IA au monde, si elle ne sert à rien, elle ne sert à rien. Et le business sense, ça aussi, c'est une chance qu'on a. C'est qu'on a quand même des fleurons marocains par rapport, je dis, aux autres de l'Afrique qui ne sont peut-être pas les leaders mondiaux du phosphate ou parmi les leaders mondiaux des call centers, ce genre de choses. Ou une industrie qui est en croissance. Donc, globalement, le Maroc, il a un positionnement régional qui est très intéressant. Celui de pouvoir être un hub vers l'Afrique. Maintenant, les risques, je ne vais pas vous mentir. Tout métier à faible valeur ajoutée de tâches automatisables va être automatisé. Et malheureusement, les seules tâches automatisables qui vont rester, c'est entraîner des IA. Et effectivement, les autres, donc nous allons nous retrouver à entraîner des IA des big players. Et ça, c'est très dommage si on n'a pas ce volontarisme. Mais qu'est-ce que je vous dise? Est-ce que je préfère une IA à un chauffeur de taxi kazaoui? La réponse est oui. Est-ce que je préfère une IA à un homme politique français? En ce moment, oui. Donc là, vous dites qu'on peut laisser des tâches comme de décider de l'avenir d'un pays avec des algorithmes. La réponse est non, c'était une boutade de ma part. Ce que je veux dire par là... Non, mais ça, par exemple, justement, parlons... Conduire un taxi, je vous assure qu'une IA fait moins d'accidents qu'un chauffeur de taxi kazaoui. Parlons justement, parce qu'il y a deux secteurs qui émergent, il y a la santé et l'énergie, je les ai évoqués. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi, c'est ChatGPT qui l'a dit, je le répète encore une fois, le copywriting, même s'il n'y a pas vraiment de copywriting quand on parle de ChatGPT, mais... en parlant de santé, vient de se joindre à nous justement quelqu'un qui s'est spécialisé, d'ailleurs sa thèse de doctorat portait sur l'application de l'IA à l'étude du système immunitaire adaptif. Il est professeur à l'université Mohamed VI Polytechnique. Tariq Daouda, bonsoir et merci de vous joindre à nous depuis Montréal. Bonsoir. Bon. Bonsoir. Alors, on parlait un peu des risques. On parlait aussi de la question de la prise de décision finalement par l'IA. Et justement, est-ce que l'humain est prêt, assez sensibilisé pour reconnaître déjà sa place dans le processus de l'IA, notamment dans des domaines aussi sensibles que la vie humaine et donc la santé? Écoutez, je pense que la première chose à faire, c'est définir qu'est-ce que c'est l'IA. Donc, le problème que je vois est un problème que cette discussion est une discussion qui commence à devenir extrêmement émotionnelle et extrêmement floue. Donc, les gens, il y a jamais personne qui définit qu'est-ce que c'est l'IA. Tout le monde dit intelligence artificielle. Est-ce que c'est vraiment intelligent? Ça reste à définir. C'est principalement une suite de techniques qui permettent en fait d'apprendre entre guillemets, bien entendu. C'est-à-dire au lieu d'avoir à créer des modèles mathématiques comme on le faisait à la main, on a des méthodes aujourd'hui qui permettent de créer ces modèles directement à partir des données. Donc c'est principalement ça l'intelligence artificielle. Ce n'est pas aussi, on va dire, mathématiquement, on va dire que ce n'est pas aussi disruptive que ce que l'on pense. Maintenant, en termes d'application, oui, parce qu'on devient capable d'automatiser des choses qu'on n'était pas capable d'automatiser. Donc, est-ce que l'IA va venir créer des problèmes en santé? Est-ce que c'est éthiquement correct d'utiliser une IA pour tout simplement, dans le parcours des soins, par exemple, justement, oui. où commence l'IA
et où s'arrête l'humain, et vice-versa. C'est que l'IA n'est pas en antipode à l'humain. C'est que l'IA est une technique utilisée par l'humain. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que est-ce que selon la déontologie médicale, un médecin est obligé d'utiliser le maximum de ses compétences pour guérir le patient. Si le maximum implique l'intelligence artificielle, le médecin est éthiquement obligé d'utiliser l'intelligence artificielle. C'est une question d'éthique. Ça veut dire que si on a un outil qui nous permet de repérer les cancers les plus graves, de le faire rapidement avec beaucoup de précision, à ce moment-là, on doit l'utiliser. C'est pas une question de est-ce qu'on pourrait, c'est une question de est-ce qu'on doit. Et on doit l'utiliser à 100%. Et ne serait-ce que pour l'utiliser sous une forme d'ABS, ça veut dire que quelque chose qui va nous permettre en fait d'éviter les erreurs médicales. Ça veut dire d'éviter qu'un patient avec un cancer grave soit outrepassé par le système. Oui, mais du coup, est-ce que l'IA fonctionne mieux lorsqu'elle est sous surveillance humaine? J'insiste sur ce point. L'IA fonctionne comme elle fonctionne. En fait, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas en train de créer cette antithèse. En fait, il n'y a pas d'humain, il n'y a pas d'intelligence naturelle contre intelligence artificielle. C'est comme dire que les jambes contre le vélo. Ça n'a aucun sens. L'IA vient là pour augmenter les capacités de l'être humain. C'est-à-dire, est-ce que l'IA fonctionne mieux sous l'influence d'un humain? L'IA ne fonctionne pas sans humain. C'est les humains qui décident comment entraîner l'IA et qu'est-ce que l'IA doit faire. Donc, l'IA ne peut pas fonctionner sans les êtres humains. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, l'IA est entièrement besoin d'êtres humains. Ce qu'on est en train de créer, en fait, on est en train d'augmenter les capacités de l'être humain à travers ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. On n'est pas en train de créer quelque chose qui va remplacer l'être humain, on est en train de créer des humains qui ont plus de potentiel qu'avant. Donc, il n'y a pas de... Donc, je rephraserai la question tout simplement en disant que l'intelligence artificielle n'a pas besoin de supervision humaine parce qu'elle est déjà supervisée par l'être humain. L'intelligence artificielle doit arriver à... En fait, ce qu'on doit créer, c'est cette osmose entre les humains et l'intelligence artificielle. Et là, je rebondis sur ce que mes copanélistes on parlait juste avant. C'est une question d'éducation. Et c'est pas une question d'éducation au danger de l'IA. C'est principalement parce que c'est là on les connaît pas, parce que il faut arrêter d'imaginer les dangers qu'on n'a pas encore vus. Mais c'est une question de sensibilisation à comment l'IA fonctionne et qu'est-ce que c'est l'IA. Et si on sensibilise les gens à comment l'IA fonctionne et qu'est-ce que c'est l'IA, à ce moment-là, on va avoir un personnel médical qui va être capable d'utiliser ces techniques au mieux pour fournir les meilleurs services possibles. Amine Khriati, les meilleurs services possibles, parmi ces services, il y a le recrutement. Si on donnait cette tâche à l'IA, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir des dérapages? Non, en fait, je rebondis sur ce que disait Thaler, c'est exactement ça. En fait, l'IA n'est pas là pour prendre la décision à notre place. L'IA est là pour augmenter notre capacité à analyser, pour aller plus vite. Et à la fin, de toutes les façons, c'est l'humain qui décidera. Et si on revient à notre modèle qu'on a développé, et en fait, ce qu'on donne, c'est des outils d'IA pour augmenter la capacité de production des chasseurs de tête indépendants. Par exemple, créer des rapports. Un chasseur de tête indépendant pourrait prendre 30-40 minutes pour créer un rapport sur un candidat qu'il a reçu. Aujourd'hui, en 2 minutes, c'est fait. Grâce à l'IA, parce que du coup, on accélère la production. Par exemple, si pour le traitement de CV, on donnait cela à une IA au sein d'une entreprise, sans même passer par un cabinet de recrutement. Ou si c'est un cabinet de recrutement qui met l'éthique entre guillemets. Non, mais je veux dire, ça revient au même. Non, ça ne revient pas en même, parce que vous, en tant qu'humain, vous ferez peut-être attention à une qualité que l'IA ne pourrait pas détecter. Parce que ça dépend comment elle est développée, comment elle est réfléchie, l'IA. L'IA qu'on a développée, on l'a développée nous-mêmes. Tout est relatif. Bon. Non, c'est ce que je dis. En fait, nous, on a fait en sorte, par exemple, de développer une IA qui va mettre en avant les compétences et les skills du candidat. Maintenant, si une IA a été développée pour casser les skills du candidat, ça ne sert à rien. Non, pas pour casser, mais après, même pour filtrer, est-ce qu'on peut lui faire confiance? C'est ça, c'est une question de confiance. Après. Ce que je dis, c'est qu'à la fin, anyway, que ce soit l'entreprise, Quix, cabinet de recrutement, ça sera toujours à l'humain de décider est-ce que cette personne elle est bonne ou pas pour entrer au sein de la société. L'IA permet juste de
on va dire, de baisser l'effet de levier de risque qui est de recruter une personne qui peut ne pas convenir suite au mariage qui va se passer une fois que la personne est en poste. Mais ça s'applique vraiment à tous les métiers, en fait, que ce soit la partie financière, la partie santé, la partie éducation. Ça permet juste d'augmenter le médecin, d'augmenter le financier, d'augmenter le professeur, d'augmenter le recruteur. Et à la fin, de toutes les façons, ça sera l'humain qui va décider. Donc c'est un outil qui accompagne les compétences et l'humain. Ce n'est pas l'humain versus IA. Ce n'est absolument pas le cas. Ça va devenir dangereux le jour où on aura, et je ne sais pas si ça va arriver, une IA qui prendra la décision à notre place, comme des politiciens ou autres, ou prendre la décision de débrancher. Ce n'est pas le cas aujourd'hui dans le système financier ? Évidemment que non. Dans les gros fonds d'investissement ? Évidemment que non. Est-ce qu'il n'y a pas un système Aladdin, ça serait de la folie, en fait. Par exemple, qui gère justement cela, qui gère ces opérations financières à coût de plusieurs centaines de milliards de dollars. Souleymane El Harj. Je vais essayer de faire une synthèse de tout ce qui a été dit, parce qu'en fait, globalement, il y a deux choses. Il se trouve qu'à AEX Labs, on a une IA marocaine de premier rang qui s'appelle Dipeco, qui est dans la santé, et elle ne va jamais remplacer le médecin. Au contraire, c'est une aide pour les médecins, par les médecins. Et vous me posez une question sur la finance. On a une autre start-up qui s'appelle Telati, qui est spécialisée dans l'automatisation de tâches financières. Et là aussi, l'humain reste au cœur de la décision. Le vrai danger, je vais prendre un exemple de recrutement, c'est l'automatisation bout en bout en excluant l'humain complètement de la chaîne. De la chaîne, voilà. Il y a une entreprise, je ne la nommerai pas, qui aux États-Unis a entraîné sur des CV. Exact. Voilà. Les CV qui ont donné lieu à des postes satisfaisants par la suite et les CV qui ont donné lieu à des catastrophes au sein de l'entreprise pour dire automatiquement, filtrer, comme vous avez dit, à l'entrée, les candidats. Il se trouve que pour la catégorie ingénieur, ils étaient tous indiens et pour la catégorie marketing, ils étaient tous blonds. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des biais d'apprentissage. Et les biais d'apprentissage, quand ils ne sont pas monitorés par des êtres humains, effectivement, il y a des risques. Ceci étant dit, deux moyens d'éviter cela qui sont très très simples. Si jamais l'humain fait attention à comment est-ce qu'il entraîne son IA, eh ben, ça ne se produit pas. Si l'humain reste dans la boucle avec la décision finale, ça ne se produira pas. Qu'est-ce que vous appelez par entraîner son IA pour les moins initiés qui nous regardent ? Comme disait Tarek tout à l'heure, en fait, une IA, c'est ni plus ni moins que des algorithmes à qui on ne dit pas ce qu'il faut faire, mais qui, dans la donnée, vont trouver les formules mathématiques pour réaliser une tâche que l'on cherche à réaliser. Vous prenez un algorithme, vous lui montrez 2000 chats, 2000 chiens, et vous lui dites, voilà les caractéristiques du chat, voilà les caractéristiques du chien. C'est lui qui va trouver les combinaisons au sein de ces caractéristiques pour que, quand vous lui montrerez un nouvel animal, il vous dise c'est chat ou chien. C'est ce qu'on appelle une IA supervisée. Il y en a d'autres qui sont non supervisées, c'est-à-dire on leur donne tous les animaux du zoo, on leur dit va faire un petit tour et reviens me voir et dis-moi ce que tu as trouvé comme caractéristique toi-même. Il va te dire ouais, il y en a qui ont 4 pattes et il y en a qui ont des plumes. Tu vas lui dire super, tu as détecté les oiseaux et les quadrupèdes. Va refaire un petit tour dans les quadrupèdes, il va revenir ah, il y en a qui ont des écailles, il y en a qui ont des poils. Super, tu as compris les mammifères et les reptiles. C'est ça l'IA, c'est rien de plus que ça. Donc quand vous lui montrez plein de CV en lui disant celui-là c'est un bon candidat, celui-là c'est un mauvais candidat, si dans les bons candidats vous n'avez mis que des Indiens pour le poste ingénieur et que des blonds pour le poste de marketing, eh ben l'IA va apprendre de ce que vous lui avez donné. Donc un biais statistique d'entraînement. Il faut éviter de faire cela. Et maintenant, il y a des milliers de techniques pour faire attention quand on est en train de faire ça. On calcule pas mal de choses. Et là, pour le coup, on a même des IA qui supervisent l'entraînement d'autres IA pour s'assurer qu'elles ne font pas n'importe quoi. Gardons l'humain là où il est important, dans la conception des IA et dans la boucle de décision. Effectivement, si vous me dites si c'est éthique de faire voler un drone avec une IA embarquée, autonome, déconnectée, donc on ne peut pas lui parler avec Internet et lui dire stop, arrête de faire ce que tu fais. Et on lui dit voilà, ça c'est un islamiste et ça c'est juste un bédouin. Bute les islamistes. Non, ça ne va pas bien se passer. Vous ne laissez pas les IA autonomes déconnectées et vous ne laissez pas ce qu'on appelle les IA décentralisées fleurir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des IA qui soient déployés sur des millions d'ordinateurs dans le monde et qui pourraient toujours continuer d'exister. Ça, c'est le seul risque à long terme qu'on peut imaginer. Gardons l'humain dans l'entraînement des IA, dans leur conception,
et il y a tout un bagage mathématique pour le faire correctement, et c'est dans ça qu'on doit investir, et gardant les IA dans les processus de décision, l'humain dans les processus de décision les plus importants. Le médecin, il ne sera pas remplacé. Le manager non plus. Oui, certains managers que je remplacerais bien, moi, personnellement. Quel Tariq Daouda, je suis entrée des plus intéressantes cette semaine. Tariq Daouda, Oui. parce que justement aujourd'hui, parce que le sujet est tellement vaste, vous avez commencé par déjà définir ce que c'est que l'IA. Comment ou quelles sont les catégories, selon vous, des travailleurs qui sont le plus exposés à l'IA dans le cadre de leur travail et qu'il faut absolument aujourd'hui accompagner dès là, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard? Ok, c'est un problème intéressant. Qui c'est qui est le plus... En fait, tout le monde est exposé à l'IA. C'est ça c'est à quel degré les gens sont exposés à l'IA. Les gens sont exposés à l'IA depuis très longtemps. On s'en rend pas compte, mais il y a plusieurs entreprises parce que en fait, l'économie, le secteur tertiaire est tellement gros aujourd'hui que tout le monde utilise le secteur tertiaire. Le secteur tertiaire utilise l'IA depuis très longtemps. Donc, le premier gros succès de l'intelligence artificielle, ça a été les publicités, notamment pour Google et Facebook. Donc, tout le monde y est affecté. Maintenant, il va y avoir deux types de personnes, à mon avis. Il va y avoir les gens qui risquent de perdre leur travail. Mais là, la formulation n'est pas la bonne parce que il n'y a jamais eu véritablement de perte de travail historiquement quand il y a une technologie de rupture qui arrive. En général, il n'y a pas de perte d'emploi, il y a des créations de nouveaux emplois et les gens se reconvertissent. Donc, il va y avoir des gens qui vont se reconvertir. Donc, le mot reconversion fait peur, mais en général, ça se passe assez bien. À chaque fois quand on a eu l'électricité, quand on a eu le moteur à explosion, quand on a eu toutes ces technologies qui sont des technologies fondamentalement, qui changent fondamentalement en fait toute la façon avec laquelle on fonctionne économiquement, la reconversion s'est en général très très bien passée. Donc je n'ai pas peur là-dessus. Évidemment, il y a des métiers de traduction qui peuvent avoir certains problèmes, il y a certaines automatisations, mais ce qui va se passer, c'est que les premières personnes qui vont, à mon avis, utiliser les technologies de l'intelligence artificielle, par exemple dans ce qu'on appelle dans la traduction, le copywriting, etc., c'est les gens qui font aujourd'hui la traduction du copywriting. Donc, c'est eux qui sont aujourd'hui les plus à même, en fait, d'utiliser ces intelligences artificielles et les plus à même d'évaluer, en fait, la qualité des résultats de l'intelligence artificielle. Et c'est quelque chose que l'on oublie, c'est qu'il y a toujours cette évaluation qui est extrêmement importante. Les biais d'apprentissage ont été nommés. Donc, par exemple, c'est un problème qui est récurrent et c'est un problème pour lequel on est obligé de former les gens pour qu'ils savent que ces problèmes-là existent et éviter, en fait, que ces problèmes se répercute sur l'économie. Mais les personnes les plus à même d'évaluer la qualité d'une traduction aujourd'hui, c'est les traducteurs. Ça veut dire que les meilleures personnes pour utiliser une IA qui fait de la traduction, c'est les traducteurs eux-mêmes. Et je pense que c'est vers ce genre d'utilisation de l'IA, ce genre de reconversion que l'on va voir, en fait les différents secteurs transiter. Maintenant, ce qui est extrêmement intéressant, c'est la création de nouveaux emplois. L'IA va créer des nouveaux emplois. Genre, par exemple, aujourd'hui, je suis à une conférence que j'ai aidé à organiser ici sur la découverte de molécules, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la découverte de molécules pour faire des nouveaux médicaments. Donc, on a besoin de nouveaux médicaments. Les façons avec lesquelles on découvre les nouveaux médicaments aujourd'hui sont des façons, ça prend énormément de temps. Grâce à l'intelligence artificielle, si on est capable de former les gens à utiliser les bonnes techniques d'intelligence artificielle, on serait en théorie capable de découvrir des médicaments beaucoup, beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est un nouveau domaine, c'est un nouveau métier qui n'existe pas encore. Est-ce que c'est le fait que ce soit nouveau ? Est-ce que le fait que ce soit nouveau, vous pensez que c'est ce qui crée un peu l'appréhension, la peur ? Ou aussi parce que finalement, on ne sait pas, on ne connaît pas les résultats. Il n'y a pas eu, puisque vous parlez de médicaments, il n'y a pas eu de test clinique, j'ai envie de dire, de cette IA dans ce secteur-là ou dans d'autres, qui fait que c'est quelque chose de nouveau et puis vraiment, on émet quelques, quelques angoisses même, finalement, face à cette IA. On n'arrive pas, en fait, l'IA, on n'arrive pas à créer un nouveau,
on crée pas un nouveau système ex nihilo. C'est que ce qui est extrêmement difficile, c'est découvrir la molécule. Après, une fois que la molécule a été découverte, il faut la tester. Le système de testing va rester le même. Alors, on peut l'accélérer un petit peu, mais il va falloir passer en phase clinique 1, 2, 3 et 4. Donc, est-ce que ça veut dire que si ça veut dire que les cursus scolaires ou universitaires, doivent s'adapter à cela maintenant? Ah oui. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait à la faculté des sciences médicales de l'IMCISP. Les étudiants de médecine et de pharmacie commencent l'IA dès la première année. C'est parce que, tout simplement, dans 7 ans, dans 7-6 ans, quand ils vont sortir, l'IA va être partout. Donc, ils ont besoin, en fait, d'être exposés à ça et de comprendre comment ça fonctionne on va dire, le plus jeune âge de leurs études universitaires. Est-ce que, alors, vraiment, la question, parce qu'on a parlé tout à l'heure de ces jeunes, et on parle du marché de l'emploi, on parle des jeunes Marocains et Marocaines. Est-ce que le fait de travailler avec une IA nécessite un diplôme? Bon, la question, elle peut choquer, mais est-ce que finalement, on n'est pas face... Ça dépend de quel niveau on parle. Un jour peut-être, mais on va parler de diplôme IA santé ou de diplôme IA éducation, mais ça sera quelque chose vraiment de très très bien fait, très très bien évolué. Mais quand on parle de IA de base, qui est d'apprendre à utiliser des IA de base de manière quotidienne, bien évidemment qu'il n'y aura pas besoin de diplôme. Je veux dire, même ma fille de 7 ans aujourd'hui, je lui apprends à utiliser l'IA sur certains sujets. Et je pense que c'est bien de commencer dès le plus jeune âge à apprendre à utiliser parce que... À l'école? Non, chez nous, à la maison. Un exercice? Pourquoi pas? À l'école, ça serait bien de l'intégrer. Mais moi, aujourd'hui, j'en suis convaincu. Je veux dire, ça fait partie intégrante de notre vie. Mais dans 5-6 ans, on va voir nos gosses parler avec une IA de manière totalement normale, en lui demandant de faire une chose, de répondre à des questions. Mais ce qu'il faut qu'ils apprennent aujourd'hui, c'est qu'à la fin, la décision leur revient. Non, mais est-ce que le sens critique ne passe pas un peu, ne passe pas à la trappe un peu parce qu'on choisit la facilité? C'est à nous de leur apprendre. Encore le fait que je n'ai pas commenté sur l'intro que j'ai récupérée de ChatGPT, mais là, ce que je disais, mon rôle en tant que mon esprit critique ne figure pas du tout là-dedans. Mais si vous aviez dit une bêtise, vous l'auriez corrigée. Je suis persuadé que vous n'aurez pas réécrit une bêtise si vous l'aviez lu. Des fois, il arrive à des IA de délirer, c'est le terme consacré. Si vous voyez quelque chose d'absolument absurde, vous n'allez pas le dire à l'antenne. Et c'est en fait où vous voulez vous positionner dans la chaîne de valeur. Oui. Sortons un peu pour dépassionner un petit peu le débat. Quand vous travaillez, par exemple, dans l'industrie ou dans l'énergie, vous avez le technicien qui travaille à brancher des câbles et vous avez la personne qui a conçu le réseau électrique, avec tout ce que vous pouvez imaginer comme gradation des métiers entre l'un et l'autre. C'est exactement pareil. Demain en IA, vous aurez des gens sans diplôme qui vont être là à labelliser de la donnée pour pouvoir entraîner des IA, comme vous allez voir des super génies qui vont concevoir des IA qui vont probablement s'automatiser même mécaniquement. C'est pour ça que je parlais d'un retour vers l'industrie tout à l'heure. Et vous placez où vous voulez le curseur. Vous pouvez être la personne qui, comme dans les prisons américaines, entraîne des IA, c'est les jobs qu'on donne maintenant aux prisonniers en Californie. Ils labellisent de la donnée, c'est-à-dire que la donnée, on a besoin de dire qu'un être humain dise ce que c'est que cette donnée-là. Donc on leur donne des images de chats, de chiens. Même vous, sans savoir, vous avez entraîné des IA. Vous avez contribué à ça. Quand vous faites un CAPTCHA pour vérifier que c'est bien vous en vous connectant sur Google, en fait, vous pensez que c'est parce que vous reconnaissez la voiture que c'est pour ça qu'on vous dit vous n'êtes pas un robot. Un robot, oui. Absolument pas. On analyse comment vous bougez la souris pour savoir si c'est humain ou pas humain. Donc gratuitement, vous êtes en train d'entraîner des IA. Voilà, les prisonniers américains. Donc si vous voulez vous placer ici dans la chaîne de valeur, il n'y a pas de problème. Continuez à dénigrer l'IA, refusez de l'utiliser, refusez de l'intégrer à votre entreprise. En tant qu'individu, vous allez vous retrouver à faire un job encore extrêmement répétitif dans 5 ans. En tant qu'entreprise, vous allez faire faillite. Ou bien, vous décidez que vous avez bien compris que là, on est sur de la rupture. C'est comme en 2001, Internet arrive. Si vous ne voulez pas faire intégrer cette technologie-là dans votre entreprise, imaginez ce que seraient restées les banques. Y a-t-il encore une banque qui n'utilise pas encore des systèmes digitaux? Non. Et d'IA aussi. Et d'IA aussi. Et c'est bien, ils ont bien raison de le faire. Parce que moi, je peux vous dire que mécaniquement, j'ai démontré
que le taux d'erreur humaine sur des décisions financières Hey. était 1,5 fois plus élevé que celui d'une IA qu'on a développé dans le secteur financier. Exact. Dans la réduction des risques, en tout Dans la cas. réduction des risques, dans la réduction des erreurs bêtes, même des erreurs médicales. Aujourd'hui, Dipeco s'est développé pour une unique raison. Il y a un manque énorme de personnel médical convenablement formé. En Afrique, c'est une réalité. Aux États-Unis aussi, dans tout ce qui est échographie fétale. Exact. On n'est pas là pour les remplacer. Bien sûr, dans la cambrousse, ça pourra toujours aider d'avoir une IA fiable et dont, vous savez, pour valider une IA médicale, c'est beaucoup plus compliqué que pour valider une IA dans un autre domaine. C'est-à-dire que vous, comme disait tout à l'heure, vous devez passer... C'est un peu normal quand même. Hein. C'est bien normal. Bah oui, parce que là, on parle de vie humaine. Bah oui, mais vous savez peut-être pas, mais vous avez très probablement dans votre sang une molécule qui a été générée par une IA. Le vaccin BioNTech, c'est d'ailleurs un Africain tunisien qui a aidé à concevoir cette molécule avec une IA. C'est le plus gros deal M&A technologique d'Afrique, ça a été le rachat par BioNTech de Instadeep, start-up tunisienne qui a co-développé le vaccin BioNTech, Pfizer-BioNTech, que moi j'ai personnellement dans mon sang. Donc c'est déjà là depuis plusieurs années. Je ne sais pas si je dis une bêtise, Tariq doit savoir connaître mieux que moi cette histoire. Tariq, réaction? Oui. Oui, en fait, j'aimerais revenir sur le point de la formation, parce que il y a un point qui est extrêmement important, c'est que quand on parle de formation en IA, en général, on oublie que il n'y a pas que des data scientists et des ingénieurs en IA. Il y a tout un pipeline, un cursus, en fait. C'est comme si je vais prendre l'exemple des voitures. Donc, pour construire une voiture, il faut tout un tas de gens et de corps de métier. Par exemple, il faut des gens qui fabriquent des roues, il faut tout ça. Et l'intelligence artificielle, c'est la même chose. On a besoin, et c'est quelque chose qui n'est pas en ce moment, à mon avis, adressé suffisamment en termes de formation. On a absolument besoin de gens dans les autres métiers qui créent l'infrastructure possible pour l'intelligence artificielle. Et ça va de la construction de semi-conducteurs, parce qu'on a besoin de semi-conducteurs, parce que là, on utilise tous les mêmes cartes graphiques, en fait. On a besoin non, mais la technologie, il n'y a que certains qui la détiennent. En parlant de semi-conducteurs, par exemple. Dans le monde. Donc là, on parle de transfert de technologie. On va pas se réveiller un jour et se dire, demain, on va devenir une nation de semi-conducteurs, comme l'a réussi Taïwan ou la Corée ou que sais-je. Il y a très peu de gens, de pays dans le monde qui sont capables de faire ça aujourd'hui. Oui. Et il y a fondamentalement qu'une seule compagnie qui est capable de fabriquer en fait les cartes dont on a besoin aujourd'hui. Cette compagnie s'appelle Nvidia et quasiment tout le monde utilise les cartes Nvidia pour entraîner leur algorithme d'intelligence artificielle. Donc c'est pour vous dire que c'est même pas une question de pays, c'est une question de compagnie. Il n'existe aujourd'hui qu'une seule compagnie dans le monde et si cette compagnie disparaît, tous les algorithmes d'intelligence artificielle disparaissent avec. Donc ça commence à ce niveau-là, ça commence au niveau du semi-conducteur et à ce moment-là, il y a tout un tas de métiers par la suite. Par exemple, il faut des gens qui soient capables de fabriquer les clouds, les infrastructures cloud dont on a besoin. Il faut des gens qui soient capables de les fabriquer au niveau matériel, mais aussi au niveau de les maintenir au niveau software. C'est extrêmement important. Il faut aussi des gens qui soient capables en fait de faire tout ce qu'on appelle le DevOps, c'est-à-dire l'automatisation de l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est des métiers qui sont extrêmement importants, qui dérivent tous de la vague Big Data dont on a absolument besoin et la plupart des pays dans le monde en manquent. Donc, on n'a pas juste besoin de gens qui font de l'intelligence artificielle, on a aussi besoin des gens qui sont capables de préparer, de maintenir l'infrastructure nécessaire pour l'intelligence artificielle. Les 4,5 emplois indirects dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ça, quand on parle des 4,5 emplois indirects, je pensais à cela, c'est intéressant. Quand on parle de ces 4 fois le nombre d'emplois indirects, mais est-ce que, par exemple, quand on est au Maroc, est-ce qu'on a justement ces structures de cloud? Est-ce qu'on a de l'industrie pour fabriquer là, on revient au point initial, c'est les inégalités démographiques, les inégalités géographiques quand il s'agit d'IA. Écoutez, il y a plus de valeur dans l'utilisation et le développement de nouvelles IA que dans la création des semi-conducteurs. Évidemment que les Nvidia, hier ou avant-hier, est devenue l'entreprise
qui a la plus grosse capitalisation boursière au monde. Elle a battu Microsoft. C'est une réalité. Le numéro 2, c'est Microsoft, c'est le leader mondial du cloud. C'est une réalité. Mais sommer un petit peu la totalité des autres entreprises qui vont commencer à utiliser l'IA pour générer plus de valeur. Donc, on peut se positionner sur le semi-conducteur ou sur le cloud. Le Maroc, niveau cloud, il est en train d'essayer de bouger un petit peu. Il y a une erreur dans la politique marocaine autour du cloud parce qu'il y a encore une peur inexpliquée là-dessus. Mais c'est Justement, pas grave. pourquoi? Écoutez, Et quels sont les impacts? Parce que là, on sort d'un GITEX et tout le monde était ultra ravi de la présence d'un géant américain, Oracle, et ça veut dire que finalement, Oracle va ouvrir la voie. Écoutez, les oracles, généralement, ils ouvrent les voies, effectivement. Bien vu. Même si on aurait préféré de voir un plus gros géant, parce qu'ils ne sont que 4e dans le classement des clouds publics mondiaux. Écoutez, la peur inexpliquée qui a conduit à une erreur dans la politique marocaine consiste à dire que si la donnée n'est pas chez nous physiquement, elle nous échappe. On va Alors finir avec qu'en ça, fait, justement. la donnée, la donnée. vous n'avez pas besoin de l'utiliser en clair, entre guillemets, quand vous entraînez une IA. Si vous faites un modèle qui cherche les fraudeurs et que vous dites détection de fraude via l'IA, vous n'avez pas besoin de mettre sur le cloud pour entraîner rapidement Souleymane Hrache est un fraudeur et Amin Khiaté n'est pas un fraudeur. Non, vous prenez juste des data points qui sont complètement anonymes. Ça, c'est la première erreur. Ne pas pousser à l'usage du cloud sur la base de données anonymes ou peu sensibles est une erreur. Deuxièmement, je ne vais pas vous mentir, la sécurité des data centers marocains, des grandes entreprises marocaines, regardez juste la vague de fraude justement et d'attaques qui a eu lieu ne serait-ce que cette semaine, c'est une passoire, et je pèse mes mots. Là où vos données dans un cloud piloté par des gens à Palo Alto, je vous assure, il faut y aller pour essayer de faire un hack. Donc globalement, il reste une sempiternelle peur du Patriot Act américain qui pourrait venir choper les datas pour des raisons terroristes, entre guillemets, détournées pour faire de l'intelligence économique. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il n'y a pas besoin du cloud pour ça. Toute entreprise américaine qui opère ici au Maroc, même si les serveurs sont on-premise, aura le droit, l'obligation de faire ça. Donc, honnêtement... C'est rattrapable justement par rapport à cette question de cloud, parce que là, on ne peut pas parler d'un développement de l'IA si on ne développe pas le cloud au Maroc. De toute façon, pour moi, c'est un Je pense que c'est une condition sine qua non. Pour moi, c'est obligé que ce soit rattrapable, en fait. En fait, on laisse peut-être juste finir, répondre oui, non, rattrapable, non. C'est rattrapable, il n'y a même pas des choses à rattraper parce que de toute façon, il y aura des régions cloud publiques au Maroc. Oracle ouvre la voie, Microsoft va suivre. AWS, ils avaient parlé de dans 2 ans. On verra. Très bien. En fait, c'est juste on va dire, un mindset marocain qu'on a. C'est tant qu'on ne sait pas, on n'y va pas. En fait, ça dépend, parce que le mindset, j'ai l'impression du privé, il y va même s'il ne sait pas. Ouais, mais quand on parle de données... Parlons peu, parlons bien, mais on l'a vu, même sur ce même plateau. En fait, quand on parle de données qui sont considérées sensibles, notamment publiques, voilà, c'est cette question de Oracle, ça fait 2-3 ans qu'on en parle. Finalement, ils ont décidé de venir. Pourquoi Oracle? Parce que c'est les seuls qui ont décidé de venir au Maroc. Oui. Mais on sera obligé, à un moment ou à un autre, de s'ouvrir, et pas qu'on ne parle pas que de la donnée, je parle même de devises et autre chose, si on veut devenir un pays qui soit scalable à l'échelle internationale. Donc, ça se passe toujours comme ça au Maroc. Il y a quelque chose de nouveau. Tant qu'on ne sait pas exactement les tenants, les aboutissants, on n'y va pas. On y va step by step. Et écoutez, pour le moment, ça ne nous réussit pas trop mal, vu ce qui s'est passé dernièrement. Mais si on veut accélérer, il va falloir lâcher du lest. Amin Khiaté, un dernier mot sur donc l'IA, le marché de l'emploi. En fait, moi, ce que j'ai envie de dire sur l'IA, c'est qu'il faut qu'on arrête d'avoir peur de ce mot. L'IA est tout simplement un outil qui va aider à augmenter les compétences, à aller plus vite, à analyser plus vite. À condition de former les gens. À condition, évidemment, de prendre, et c'est là où le public-privé doit travailler ensemble, sur l'éducation, la formation, prévoir même des filets pour ceux qui vont perdre leur emploi, parce que ça va arriver. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte dès aujourd'hui. Je sais, c'est compliqué, mais ça va arriver. Et, c'est quelque chose qu'il faut se préparer tout de suite, parce que ça va ultra
ultra rapidement. Selon McKinsey, 25% des dirigeants intègrent désormais des outils d'IA dans leurs opérations quotidiennes. Est-ce que le quart des managers marocains, selon vous, Souleymane El Hrache, le fait? Et sinon, et si ceux qui nous regardent devraient commencer à s'y atteler? Honnêtement, je pense que oui. Je vais vous raconter une anecdote. Je prends toujours le train pour aller à Casablanca et il y a un contrôleur qui m'appelle ChatGPT. Et en fait, il m'a raconté un jour qu'il est devenu le contrôleur le mieux noté par sa hiérarchie. On lui a proposé une promotion de chef de car, je ne sais pas exactement, parce qu'il avait les rapports les plus propres. Excellent. Que les contrôleurs, lui, il tape, il y a un problème, train Casablanca, Rabat, retard, il demande à GPT d'écrire ça correctement, il l'envoie à sa hiérarchie. Donc si le contrôleur de train utilise ChatGPT, honnêtement, j'espère vraiment que 25% au minimum des dirigeants marocains considèrent ça avant de prendre des décisions des fois irréfléchies ou partisanes ou dictées par des émotions. Parce que là, au moins, quand on est sur des choses qui sont scientifiques, je pense qu'on peut s'en remettre. Donc, si je devais dire quelque chose pour conclure, honnêtement, c'est le mot. Il y a un mot qui me manque, qui me revient tout le temps, c'est l'opportunité. Il y a une opportunité monstrueuse pour le Maroc. On n'a pas de pétrole, pas encore du coup, peut-être qu'une IA va en trouver. On n'a pas... On a de la matière grise. On a une jeunesse. On a de la matière grise. Qui est très forte en maths, qui est très forte en informatique. Là, j'ai travaillé aux États-Unis, en Allemagne, en France. À chaque fois, les meilleurs étaient marocains. Dans mon entité, dans mon dernier cabinet de conseil avant d'être entrepreneur ici au Maroc, sur les 300 personnes qu'il y avait, on était 55% de Marocains. C'est la BU spécialisée en IA. Oui, mais c'est dommage parce qu'ils sont là-bas, ils ne sont pas ici. Ils reviennent, croyez-moi. Ils reviennent, croyez-moi, parce qu'on leur donne des opportunités. Très bien. Les opportunités sur l'IA, il y en a beaucoup. Merci Souleymane El Hrache. On se quitte sur une note positive et on n'a eu que des IA optimistes aujourd'hui. J'ai essayé de les challenger. Je ne suis pas IA pessimiste. Elle s'impose aujourd'hui, cette intelligence artificielle. Merci beaucoup, Amine Khiaté. Merci d'avoir participé au débat. Merci beaucoup pour l'invitation. Et on fera le point dans un an pour voir comment le marché, ou même moins, ça évolue rapidement. Merci, Souleymane El Hrache. Si on n'est pas remplacé par des IA d'ici là. Non, certainement pas. Et merci, Tariq Daouda, qui a été avec nous depuis Montréal. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce soir. Voilà, c'est la fin de Questions d'actu. Très bonne soirée à tous.